Je vous emmène à présent dans un pays oublié de tous, déchiré par une guerre civile qui laisse le reste du monde indifférent et qui a fait plus de 150 000 morts. Depuis presque 2 ans, au Soudan, 2 généraux et leur armée tentent de conquérir le pouvoir. 11 millions d'habitants terrorisés ont été déplacés. La plupart survivent dans des camps régulièrement bombardés. C'est le grand reportage exceptionnel de ce 20h signé Michel Scott, Fabrice Hamzel et Antoine Silberman. Attention, certaines images peuvent heurter. C'est un pays plongé dans la guerre civile. Dans un huis clos meurtrier. 20 mois d'affrontements entre 2 clans qui se battent pour le pouvoir. 20 mois de souffrance pour une population qui subit la faim et l'exode. On a froid la nuit. On dort dehors. Quand ils sont arrivés dans notre village, ils ont tout de suite tué 7 personnes. Nous allons effectuer ce reportage du côté de l'armée soudanaise, qui se bat contre une rébellion accusée d'avoir divisé le pays et de commettre des massacres dans les territoires qu'elle occupe. Première vision des zones dévastées. Ces banlieues de Khartoum sont méconnaissables, criblées d'éclats, pillées, désertées. Les traces de 1 an et demi de guerre sont partout visibles. Tout est brûlé. Ici, il n'y a vraiment plus personne. Au milieu de ces ruines, quelques fantômes errent. De rares habitants qui tentent de survivre dans les décombres. Les obus, eux, tombent souvent au hasard sur une population écartelée entre les factions rivales. On nous conduit d'abord vers le théâtre des dernières batailles. Celles qui ont permis aux troupes gouvernementales de reprendre pied cet automne de l'autre côté du grand fleuve qui divise la capitale soudanaise. Nous sommes donc maintenant sur la rive droite du Nil, dans cette zone très disputée, ce quartier de Bari qui se trouve juste au nord du centre-ville de Khartoum, avec des traces visibles des combats récents. Les forces loyalistes ont subi l'offensive de cette insurrection armée qui s'est emparée de tout le sud-ouest du pays. Mais depuis, elles ont reconquis ces secteurs autour de Khartoum, à l'ouest, et ensuite ici à l'est du fleuve, dans le quartier de Bari donc. Le front se situe juste en face, au bout de cette ligne droite. C'est le capitaine Hassan qui nous guide dans le dédale des maisons abandonnées. Ce faubourg de Khartoum constitue une zone tampon. Le danger peut se cacher n'importe où. 921, 921, vous me recevez? On n'est pas loin du carrefour que vous traversez. Continuez. Des guetteurs surveillent la progression de l'unité. Les sentinelles et les tireurs embusqués de la partie adverse ne sont pas loin. Why is it dangerous here? Attention, attendez par là. En fait, toute la zone est dangereuse. C'est pour ça que vous ne voyez plus personne ici. Les habitants ont fui, car l'ennemi peut s'infiltrer à tout moment et s'en prendre à eux. Précaution, vigilance de tous les instants. Du sommet de cet immeuble, on va nous montrer la ligne de contact. Située à 300 mètres, bien visible, au niveau de ces 3 bâtiments où des snipers de l'armée sont positionnés. Face à eux, au-delà de cette barricade, se trouve le secteur de la coalition rebelle. Il y a des Soudanais parmi eux, mais il y a beaucoup d'étrangers aussi.
Des mercenaires venus d'autres pays. Je ne peux pas vous dire lesquels, mais ça vient de l'étranger. Cette alliance paramilitaire porte un nom, le Front de soutien rapide, un assemblage de milices dirigé par un seigneur de guerre et homme d'affaires du nom de Daglo, dont le but est de faire tomber le chef de la junte au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Burhan. C'est en prenant d'assaut le siège de la télévision d'État le 15 avril 2023, dans le quartier d'Omdurman, qu'ils ont déclenché le conflit. Depuis, le secteur a été repris, mais pendant les 8 mois d'occupation, le bâtiment aurait servi de prison. Tu tournes? Ça, c'est la télévision qui a été un centre de détention et de torture, apparemment. Les rebelles, ou les Janjaouides, comme on les appelle aussi, continuent de tirer sur ce périmètre convoité. Là-bas, le centre de Khartoum est toujours entre leurs mains. On entend les échanges d'artillerie de part et d'autre du Nil. Venez, venez. On va se mettre à l'abri, parce que ça peut tomber de ce côté. Autre lieu stratégique dont la sécurisation est essentielle, l'hôpital. Ces hommes escortent un représentant de la junte, qui vient signifier ici que l'État soudanais a bel et bien repris en main cette partie de la ville. La plupart des structures de santé ayant été détruites, dès qu'ils le peuvent, ceux qui y ont accès s'y précipitent. À l'intérieur, des centaines de personnes venues chercher des soins. Ils viennent de l'agglomération de Khartoum, mais aussi quand ils ont eu la chance de franchir la ligne de front de zones beaucoup plus reculées, comme nous le confirme le directeur. Tous les patients que nous avons ici sont des non-combattants, des gens pacifiques, des blessés, qui n'ont rien demandé. Là, c'est un cas sérieux. Là aussi. Celui-ci n'a aucune famille. Il est tout seul, abandonné. Il y a les victimes de tirs, toujours difficiles à soigner. Lui, il a reçu une balle dans l'abdomen et l'autre à la cuisse. Comme cet adolescent de 14 ans. Dans le coma à la suite d'une explosion, il sera tétraplégique s'il survit. Il a pris un éclat d'obus à la base du dos et dans la moelle épinière. On ne peut rien faire pour le sauver, juste le stabiliser. Il y a tous ceux qui sont affectés parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre des hôpitaux comme le nôtre. Il y a ceux qui souffrent de maladies chroniques. Et puis il y a ceux que les milices empêchent carrément de se déplacer pour recevoir des soins. Derrière ces murs criblés d'éclats, certains ont subi dans leur chair l'occupation des milices. C'est le cas de Jeannette, qui ose à peine s'aventurer dehors. Voilà, c'est ici que j'ai dû enterrer ma mère et ma sœur. Elles sont mortes par manque d'eau, de nourriture et par épuisement. Jeannette est une chrétienne, de confession copte. You're Christian. You're a Christian. Elle fut parmi les 3 seules familles du quartier à rester coincée ici, en pleine présence des groupes armés. Et ces derniers lui ont interdit de sortir de chez elle, même pour se ravitailler. C'est en allant chercher un peu d'eau, ma sœur et moi, qu'on nous a tiré dessus. Pardon, je vous montre. J'ai pris cette balle dans la cuisse, regardez. J'ai cru que j'allais mourir, mais ma sœur m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit de tenir, coûte que coûte. Et en fait, c'est elle qui n'a pas survécu. Elle est morte quelque temps après.
À 500 mètres, l'un des seuls points de ravitaillement disponibles s'est entre-temps remis à fonctionner. Mettez-vous en ligne. Faites la queue. Venez par ici. Venez par ici. Vous autres, rangez-vous derrière. Toi, tu peux aller devant. 400 familles viennent ici quotidiennement. Et c'est Ibrahim qui s'occupe d'elles. Il est le bienfaiteur du quartier. Une marmite d'un mélange de blé et de sorgho fait l'affaire, pour 1 ou 2 louches par seau. Les femmes d'abord, et puis les hommes d'un certain âge ont la priorité. Les plus jeunes suivront. On ose à peine dire qu'on a faim, par pudeur, même chez les enfants. Dans ce local qui lui appartient, plusieurs fois touché par les tirs, Ibrahim entrepose ses réserves qu'il reconstitue via un curieux circuit. Le Programme alimentaire mondial distribue ses sacs 1 fois par mois. C'est de l'aide humanitaire internationale quand même, qui leur permet d'organiser ces soupes populaires. Ils sont destinés à des cuisines communautaires, mais atterrissent ici, après transaction. Ceux qui reçoivent cette nourriture me la revendent. Je la leur achète pour les aider, ils ont besoin d'argent. Mais les mêmes personnes viennent ensuite de toute façon, se ravitailler ici, gratuitement. Il y a de plus en plus de monde. Les besoins sont énormes. Voilà pour la région de Khartoum. Mais les déplacements de population sont massifs à l'échelle de tout le pays. À l'orée d'une zone désertique à 3 heures de la capitale, voici le camp de Shendi, engorgé par des milliers de rescapés. Ceux-là ont marché pendant 1 semaine pour atteindre cette zone protégée. Là d'où l'on vient, il y a beaucoup de morts. Et chacun se débrouille par lui-même pour fuir. Oui, mais c'est très difficile. Les Janjaweed volent tous les moyens de transport sur la route. Ils prennent tout. Et mitraillent même les gens dans leur voiture. En fait, ce n'est pas une guerre contre l'armée nationale ou le gouvernement. C'est une guerre contre le peuple soudanais. Tous ces gens vivent dans des conditions très précaires. Ils ont tous dû quitter leur foyer, traverser une ligne de front. 11 millions de personnes au total sont déplacées, dont 2 millions à l'extérieur du Soudan, mais 9 millions à l'intérieur du pays. Et tous ces gens vivent dans des camps comme celui-là, des camps de tentes, quand ils ont de la chance. Avec près de 150 000 morts, selon certaines estimations, la guerre oubliée du Soudan fait des ravages. Et pour l'instant, la communauté internationale semble dans l'incapacité d'imposer le moindre cessez-le-feu.